La Russie est en train de s'effondrer. Son taux de perte augmente, son économie s'effondre, et ses forces de première ligne n'avancent pas. La machine de guerre autrefois puissante du Kremlin n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et bien que se trouvant à des centaines de kilomètres du champ de bataille, Moscou ressent la pression. Là-bas, au cœur même de la Russie, les responsables du Kremlin, les nationalistes endurcis, et même le président Vladimir Poutine ne peuvent plus se cacher de la sombre vérité qui les fixe droit dans les yeux. La situation tourne rapidement en faveur de l'Ukraine, et la Russie s'approche dangereusement de l'une des défaites stratégiques les plus humiliantes et coûteuses que le monde ait jamais connues. Poutine ne l'avait jamais vu venir. Au début de la guerre, il y a longtemps en 2022, ses forces ont fait exactement ce qu'il attendait d'elles. Elles ont franchi la frontière et pénétré en Ukraine depuis le nord, l'est et le sud, capturant rapidement du territoire. Les villes et localités ukrainiennes sont rapidement tombées, et l'armée du Kremlin a même commencé à s'approcher dangereusement de la capitale du pays, Kiev. À un moment donné, fin mars 2022, la Russie occupait environ 27% de l'Ukraine. Poutine avait probablement déjà mis le champagne au frais, car il semblait presque inévitable que son armée, bien plus grande, continue de balayer son adversaire. Il semblait que ce n'était qu'une question de temps, avant que les 4 régions orientales que Poutine avait initialement ciblées, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia, ne tombent entièrement sous son contrôle. Et nous savons maintenant que cela ne s'est pas produit, parce que ce qui s'est réellement passé, c'est que les performances de l'armée russe ont atteint leur apogée en mars 2022. Dans les mois qui ont suivi, tout a changé. Aidée par ses alliés du monde occidental, l'Ukraine a orchestré une vaste contre-offensive, reprenant des milliers de kilomètres carrés de terre perdue, forçant les Russes coloccoses à se retirer complètement de certaines régions et stabilisant enfin les lignes de front. Le contrôle de la Russie est passé de 27% à environ 18% à la fin de 2022. Depuis lors, elle passe chaque année à tenter désespérément de reprendre ce territoire. Ainsi, une guerre censée durer quelques semaines ou mois dure maintenant plus longtemps que l'engagement de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et plus le temps passe, plus la performance de la Russie s'est dégradée. Au début, même après le revers de la fin 2022, la machine de guerre du Kremlin a tout de même réussi à se regrouper, à se ressaisir et à reprendre du terrain en Ukraine. Elle n'avançait plus aussi vite que lors des premières semaines, mais elle continuait tout de même à réaliser des gains raisonnables, ici et là, de temps en temps. En 2026 cependant, les forces de première ligne russes ont plus ou moins atteint un point mort. Leurs gains sont presque nuls, et dans certaines zones, ils perdent désormais plus de terrain qu'ils n'en gagnent, en raison des contre-offensives ukrainiennes plus efficaces. 2 experts sur la situation, le consultant politique international, Dr Jason G. Smart, et l'ancien chef d'escadron du Navy SEAL Team 6 Chuck Farah, se sont récemment réunis pour discuter des terribles résultats du Kremlin au premier trimestre 2026. Farah, résumant la situation de manière assez succincte comme suit. Jusqu'à présent, Jason, au premier trimestre, les Russes ont conquis une superficie totale équivalente à celle de Fresno, en Californie. Donc, ce n'est pas une victoire. De nombreuses données confirment cette affirmation. Un rapport de l'Institute for the Study of War, l'ISW par exemple, publié le 31 mars 2026 l'a confirmé. Les avancées russes ont considérablement ralenti au cours des derniers mois de 2025 et au début de 2026, les premiers mois de 2026 connaissant une baisse drastique. Les forces russes ont progressé en moyenne de 5,5 km² par jour au cours des 3 premiers mois de 2026, contre un rythme moyen de 11,06 km² par jour au cours des 3 premiers mois de 2025. En examinant de plus près ces chiffres, les données montrent que la Russie a gagné environ 319 km², soit 123 miles², en janvier. Le mois de février a connu une forte baisse, les forces du Kremlin n'ayant progressé que de 123 km², soit 47 miles². C'était la plus faible avancée depuis avril 2024. Février 2026 a également été un mois remarquable car les forces ukrainiennes ont repris plus de territoire qu'elles n'en ont perdu, comme l'a confirmé l'un des propres analystes du conflit de l'ISW, George Barros, qui a déclaré à Business Insider que les Ukrainiens gagnent du terrain. En février, les Ukrainiens ont repris plus de territoire que les Russes n'en ont gagné. La dernière fois que les forces ukrainiennes ont gagné plus de terrain que les Russes, c'était en 2023. C'est nouveau.
C'était un moment très important, un signe que la Russie ne faisait pas que ralentir, mais que l'Ukraine commençait réellement à la dépasser. En mars, la situation s'est encore aggravée pour le Kremlin, l'armée russe n'enregistrant pratiquement aucun gain territorial sur les lignes de front en Ukraine, pour la première fois en 2 ans et demi. Pour être plus précis, elle ne s'est emparée que de 23 km², soit 9 miles², tout en perdant également du territoire dans d'autres zones. En d'autres termes, l'armée russe n'a pas seulement ralenti, elle ne bouge presque plus. En effet, bien qu'elle soit activement à l'offensive dans la plupart des zones depuis janvier 2024, le Center for Strategic and International Studies a constaté que les forces russes avançaient à un rythme d'escargot dans la majorité de ces endroits. Dans l'une de leurs plus grandes campagnes, par exemple, la longue offensive sur la ville de Pokrovsk, qui ne devait à l'origine durer que quelques semaines, a finalement pris plusieurs années. Les Russes n'ont avancé que de 50 km, soit 31 miles d'Avdivka à Pokrovsk, entre février 2024 et janvier 2026. C'est une progression moyenne d'environ 70 mètres, soit 230 pieds par jour. C'est plus lent que la progression des forces alliées lors de la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale, il y a plus d'un siècle. Les offensives de la Russie dans d'autres endroits comme Kupiansk et Chassiv Yar ont été encore plus lentes, le Kremlin ayant parfois besoin de plusieurs mois pour s'emparer du moindre hameau ou d'une bande de terrain criblée de cratères. À ce rythme de plus en plus lent, il faudrait des années à la Russie pour finir par capturer les 4 régions que Poutine avait initialement visées. Plus le temps passe, plus cette guerre devient coûteuse pour l'économie russe, et plus elle nuit à l'héritage de Poutine. Et la raison pour laquelle Moscou panique n'est pas seulement parce que l'armée russe avance si lentement, c'est aussi parce qu'elle perd des soldats à un rythme sans précédent. 2025 était déjà assez mauvais, mais les premiers mois de 2026 ont été carrément désastreux pour les forces du Kremlin, avec rien qu'en mars, plus de 35 300 pertes au total, soit une augmentation de 29% par rapport aux chiffres de février. Bien que les estimations varient selon les sources, au premier trimestre de l'année, la Russie aurait perdu plus de 100 000 hommes. Comme le note Chuck Farah, ce genre de chiffre est totalement insoutenable. La vérité, c'est que la Russie subit 360 000 pertes par an, soit essentiellement 1000 personnes par jour. Cela représente 2 bataillons, voire 3 selon leur taille. Aucune armée ne peut faire face à ce genre de pertes, même celle d'un pays littéralement le plus vaste et l'un des plus peuplés de la planète. Parce que même avec plus de 140 millions d'habitants, la Russie ne peut pas simplement continuer à remplacer indéfiniment les soldats morts ou blessés. Les effectifs finiront par diminuer. En fait, c'est déjà en train de se produire. Des rapports, tout au long du début de l'année 2026, ont révélé que Moscou a de plus en plus de mal à trouver suffisamment de recrues pour reconstituer ses rangs et compenser ces chiffres de pertes ridiculement élevés. Malgré des mesures extrêmes comme l'intimidation des minorités ethniques, le recrutement de mercenaires africains, l'envoi de troupes nord-coréennes, de violeurs et meurtriers condamnés ou de personnes atteintes de maladies de longue durée sur le front, la Russie reste loin de ses objectifs de recrutement. Elle doit maintenant accentuer la pression sur les universités et entreprises du pays, allant presque jusqu'à supplier ces établissements d'encourager étudiants et employés de sacrifier leur avenir pour rejoindre l'armée. Même dans ces conditions, ce type de campagne de recrutement a une efficacité limitée, et alors que l'Ukraine espère bientôt infliger jusqu'à 50 000 pertes par mois à la Russie, il n'y a absolument aucun moyen pour le Kremlin de pouvoir maintenir ses rangs renforcés. Comme l'affirme Farah, ces chiffres ne compenseront pas leurs pertes, ni ne permettront de former des forces plus importantes pour de grandes opérations, telles la prochaine offensive d'été. Smart est d'accord, et souligne que, si l'on regarde le taux de perte combiné à la progression extrêmement lente des forces de première ligne, la Russie perd actuellement environ 316 soldats par kilomètre carré dans la région de Donetsk. C'est une statistique stupéfiante. La Russie a perdu des troupes pour peu de gains durant toute la guerre. Mais en 2026, ces chiffres ont atteint des niveaux sans précédent, avec des dizaines de milliers de pertes pour pratiquement aucun gain notable. Avant d'expliquer cette situation, The Military Show vous offre une vision complète, au-delà des gros titres. Abonnez-vous pour rester informé. Il n'y a pas qu'une seule raison derrière les difficultés de la Russie en 2026, mais tout un ensemble d'éléments interconnectés qui ont lentement, mais sûrement, entraîné les forces du Kremlin vers de nouveaux abîmes inquiétants. Farah souligne par exemple que l'armée de Moscou a déjà perdu beaucoup de ses blindés pendant la guerre.
La Russie a perdu plus de 11 000 chars, soit 5 fois plus que le nombre de chars déployés par l'ensemble des partenaires européens de l'OTAN réunis. Il poursuit, en notant que même les énormes stocks soviétiques de blindés de la Russie sont désormais fortement entamés, mais pas encore épuisés, avec des centaines de variantes de T-72 et de T-80 encore activement utilisées et en cours de remise à neuf, et sans un nombre suffisant de modèles plus récents ou plus performants à sa disposition. La machine de guerre du Kremlin est de plus en plus contrainte de s'appuyer sur des plateformes plus anciennes comme le T-62, qui est une véritable relique datant du début des années 1960. Comme le souligne Farah, c'est le type de char présenté aux dirigeants de la guerre froide comme John F. Kennedy. À cette époque, même des icônes comme Elvis Presley servaient en Europe sous la menace croissante Est-Ouest, même si ses inquiétudes portaient plus sur sa célébrité que sur les armes. C'est dire à quel point il est vieux et dépassé. C'est une accusation accablante contre ce qui est censé être l'une des principales superpuissances militaires du monde, si le meilleur char qu'elle peut aligner est quelque chose qui devrait être dans un musée, pas sur un champ de bataille. Et sans char ni autre véhicule blindé en grand nombre, il n'est pas étonnant que les lignes de front russes s'effondrent. On ne conquiert pas de vastes territoires ou des villes avec de petits groupes de soldats. Les blindés sont nécessaires. Nous avons besoin de véhicules puissants pour briser les fortifications, ouvrir des brèches, pénétrer les positions défensives et préparer l'avancée des troupes. La Russie ne dispose pas de tels engins. Elle n'a guère plus que des escouades suicides, de petits groupes de 15 à 20 soldats à la fois, envoyés dans la machine à broyer, avec l'ordre d'avancer directement dans des zones mortelles, où les opérateurs de drones ukrainiens, l'artillerie, les snipers et d'autres spécialistes peuvent les éliminer facilement. Un autre problème est que les unités d'assaut russes en 2026 ne sont plus du tout ce qu'elles étaient au début de la guerre. À cette époque, l'armée du Kremlin était en grande partie composée, faute de meilleurs termes, de vrais soldats, des hommes qui avaient consacré leur vie à l'armée, des hommes qui avaient des années d'expérience au combat, qui savaient manier les armes et les véhicules à leur disposition, qui étaient capables de rester relativement calmes sous pression et confiants dans des situations de combat parce qu'ils avaient déjà vécu ce genre de situation. Ces personnes voulaient vraiment se battre pour leur patrie et croyaient en leur action. De nos jours, c'est une toute autre histoire, car au fil des années, beaucoup de ces soldats de carrière ont été soit blessés, soit tués en Ukraine, et les personnes qui les ont remplacés ne sont pas du même niveau. Comme indiqué, l'armée russe actuelle est surtout composée de détenus. Des malades, des infirmes, des personnes forcées, victimes de chantage ou présentes uniquement pour l'argent. Attirés par des promesses de paiement importants et de gros salaires pour aider à subvenir aux besoins de leurs proches restés au pays. Ce ne sont pas des soldats de carrière, ce ne sont pas des personnes réellement prêtes à risquer leur vie pour Mère Russie. Ce sont des personnes qui, au fond, ne veulent absolument pas être en première ligne. Des personnes qui préféreraient être n'importe où ailleurs, et qui saisiront souvent la moindre occasion de se rendre, de déserter ou d'éviter d'être envoyés dans les assauts suicidaires du Kremlin. Comme le souligne Farah, ces soldats ne sont pas non plus correctement formés ou préparés à ce qui les attend en première ligne. Il dit que la Russie est entrée dans une dynamique militaire incroyablement dangereuse et irréversible, où elle n'a pas le temps de former ses soldats, dont les civils qui arrivent sur le champ de bataille ukrainien manquent de compétences fondamentales nécessaires pour survivre au combat terrestre. L'ancien chef d'escadron de l'unité SEAL Team 6 cite une vidéo dans laquelle il a vu un groupe de jusqu'à 20 soldats russes simplement rassemblés en un énorme groupe dans une forêt, avant qu'un drone thermique ukrainien ne les repère et ne les traque. Il poursuit en disant que, la plupart du temps, ces nouvelles recrues n'ont tout simplement aucune idée de ce qu'elles doivent faire ou d'où elles doivent aller lorsqu'elles arrivent au front, certaines se contentant d'errer et de se perdre. En conséquence, le moral baisse également rapidement, et cela compte, car le moral est l'une de ces mesures invisibles mais essentielles du succès dans tout conflit de longue durée. Des soldats confiants et motivés par leurs supérieurs donneront le meilleur d'eux-mêmes à chaque opération, ce qui peut mener à des avancées majeures, même contre toute attente. En revanche, lorsque vous avez une armée composée de personnes désabusées, effrayées, et qui pensent presque exclusivement à leur propre survie plutôt qu'à l'effort collectif, elles ne vont pas se battre à fond, ni mourir pour leur pays. Ils cherchent une issue, et agissent pour leur intérêt, pas celui de l'armée. C'est pourquoi, comme le dit Jason Smart, de plus en plus de soldats désertent maintenant, car les troupes russes ne veulent pas rester dans ces zones de mort terrifiantes en première ligne plus longtemps que nécessaire. C'est une très mauvaise nouvelle pour les hauts responsables à Moscou.
désormais sans réponse face à ces défis. Les problèmes ne se limitent pas aux lignes de front et touchent toute la Russie, où les effets de la guerre se font sentir plus que jamais. Selon Smart, 35 régions russes différentes peinent désormais à joindre les deux bouts, en raison du fait qu'elles doivent dépenser énormément d'argent pour des primes d'engagement ponctuelles et des primes de recrutement. De plus en plus, des responsables mécontents doivent consacrer leur temps, leurs fonds et leurs ressources limitées à convaincre des civils réticents de s'engager dans une guerre qu'ils ne souhaitent pas mener, plutôt que d'investir dans des services essentiels comme l'éducation, la santé et l'entretien de leurs routes, de leurs villes et de leurs communes. En conséquence, la vie en Russie devient de plus en plus difficile chaque jour. Non seulement les gens voient de plus en plus de leurs proches envoyés mourir en Ukraine, de plus en plus de familles russes comptent désormais au moins un membre tué ou blessé dans la guerre, mais ils doivent aussi dépenser plus pour l'essentiel, tout en subissant la dégradation des services publics. À son tour, l'ISW note que les sondages d'État russes ont lentement mais sûrement démontré un mécontentement sociétal croissant envers le président russe Vladimir Poutine. Ces sondages, bien qu'ils soient réalisés et publiés par des agences médiatiques appartenant au Kremlin, montrent que l'approbation de Vladimir Poutine a diminué pendant 6 semaines consécutives, du 2 mars au 12 avril, passant de 72,9% à 66,7%. Le niveau général de confiance envers Vladimir Poutine a également baissé, tout comme la popularité de son parti politique au pouvoir, Russie Unie. Les sondages montrent également que plus de 60% des Russes ont une opinion négative de la situation politique actuelle dans leur pays, et la grande majorité souhaite ardemment que la guerre prenne fin. C'est révélateur quand même, les porte-paroles médiatiques du Kremlin admettent que le peuple n'est pas satisfait. C'est une raison supplémentaire pour laquelle Moscou panique, les alliés, conseillers et commandants de Poutine se demandant quelle est la suite. Mais la situation pourrait bien empirer encore. Parce que pendant que la Russie se prépare à une nouvelle offensive estivale, dans laquelle le Kremlin espère, contre toute attente, que ses forces pourront avancer et profiter des conditions météorologiques favorables pour gagner du terrain, la réalité est que l'Ukraine devient de plus en plus forte chaque jour. En fait, ce sont les forces de Kiev, et non celles de Moscou, qui sont les plus susceptibles de connaître une période estivale relativement réussie, selon des experts comme Farah. Je pense que l'Ukraine finira par progresser et percer leurs lignes. L'ancien Sil poursuit en citant plusieurs exemples notables de succès ukrainiens sur lesquels les forces de Kiev peuvent s'appuyer et potentiellement reproduire. Comme à Kherson en 2024, lorsque l'Ukraine a réussi à repousser les forces russes jusqu'à l'autre rive du Dniepr, ou dans la région de Kharkiv au nord, où les forces ukrainiennes ont une fois de plus forcé les Russes à quitter complètement l'oblast de Soumy. Farah conclut que cela pourrait aussi bientôt arriver. Il évoque la fragilité du commandement, l'incompétence et la corruption des officiers, ainsi que le manque de ressources militaires de base au-delà des munitions pour fusils, comme principale cause de l'effondrement imminent de la Russie. En prenant du recul, Farah ajoute que les responsables de Moscou s'inquiètent de plus en plus du fait qu'une grande partie de leur argent et de leurs ressources militaires soit immobilisée en Ukraine. Il note que, selon des sources du renseignement britannique, 97% de la capacité militaire de la Russie est désormais concentrée en Ukraine et que ses forces y sont rapidement épuisées. Cela laisse très peu de moyens pour défendre ou faire face à toute autre menace. La Chine, alliée hésitante de la Russie, pourrait profiter de la situation pour intervenir et revendiquer des territoires de l'Extrême-Orient convoités depuis des décennies. Si elle le faisait, la Russie serait plus ou moins impuissante à l'arrêter, ce qui montre à quel point cette nation autrefois puissante est tombée bas, tout cela à cause de son président et de sa quête impitoyable du pouvoir à tout prix. Découvrez comment la Russie se dirige vers une défaite humiliante dans cette vidéo, qui déconstruit le mythe de sa victoire inévitable. Sinon, regardez cette compilation d'histoires de guerre pour mieux comprendre comment les troupes russes sont décimées à une échelle extraordinaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, afin de profiter de plus d'analyses et d'informations militaires à l'avenir.